Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exo de colle, aujourd'hui numéro 83. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice d'algèbre linéaire qui peut très bien se faire en première année de classe préparatoire. L'énoncé est le suivant. Nous avons E, un K espace vectoriel, je précise quelconque. Nous avons P, un projecteur de E, U, un endomorphisme de E, et on aimerait montrer que U et P commutent, si seulement si, U stabilise l'image et le noyau de P. Donc voilà, pour peu qu'on ait vu les notions d'espace vectoriel, d'application linéaire, d'endomorphisme et de projecteur, on peut tout à fait attaquer cet exercice, et toutes ces notions sont des notions qu'on voit en première année de classe préparatoire. Avant de me lancer dans une résolution de cet exercice, j'aimerais dire deux choses. La première, j'aimerais faire un petit rappel très rapide de la définition d'un projecteur sur un espace vectoriel. Donc un projecteur P est un endomorphisme en fait de E, donc une application linéaire de E vers E, tel que si je fais P rond P, ça va donner P. Voilà, donc si j'applique deux fois P sur un vecteur, ça revient à la même chose que l'appliquer une seule fois. Il en découle une propriété assez intéressante qui est que n'importe quel projecteur peut s'écrire comme une projection sur l'image de P parallèlement au noyau de P. Et c'est donc pas anormal de voir une condition nécessaire et suffisante faisant intervenir l'image et le noyau d'un projecteur, donc pour avoir une commutativité. Un deuxième point que j'aimerais souligner, c'est des exercices autour de la commutativité d'application linéaire. Il y en a beaucoup. On pourra parler d'une petite généralisation de cet exercice dans un cadre d'espace vectoriel de dimension finie. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais vraiment à savoir que des exercices autour de la commutativité, il y en a vraiment beaucoup. Par exemple autour du crochet de Lie sur les applications linéaires, donc pour dire. Et je pense que c'est des exercices qui tombent assez souvent en concours. Donc ça peut être sympa de les travailler. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter sur cet exercice. Donc comme d'habitude, je vous invite à faire une petite pause sur la vidéo pour essayer de résoudre cet exercice avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé, c'est un exercice vraiment cool à faire. Et de manière étonnante, ici on n'aura pas du tout besoin du fait que l'espace vectoriel soit de dimension finie ou pas, puisque justement de toute façon je vais donner l'énoncé dans le cadre d'un espace vectoriel quelconque et d'un corps quelconque. Donc voilà, on va voir dans cet exercice qu'on n'a absolument pas besoin de cette histoire de dimension. Alors la première chose à repérer pour résoudre cet exercice, c'est déjà qu'on doit montrer une équivalence, et pour montrer une équivalence, c'est souvent bien de repérer quel est le sens le plus simple à résoudre. Alors pour vous donner peut-être une idée ou un petit tips pour essayer de voir quel est le sens d'implication qui semble le plus simple, il faut se poser la question laquelle des deux informations semble vous dire beaucoup plus de choses que l'autre. Donc d'un côté nous avons une inclusion d'ensemble, de l'autre côté nous avons une égalité entre deux fonctions bien particulières. Alors pour moi ce qui semble donner le plus d'informations c'est l'égalité entre les deux fonctions. L'égalité entre les deux fonctions veut dire une égalité entre les images de n'importe quel élément de l'espace dans lequel on travaille. Et donc, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus d'informations là-dedans que les informations qui me disent si je prends un élément dans tel ensemble et que je fais son image, alors je reste dans tel ensemble. Ça me dit beaucoup moins d'informations que l'égalité. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord montrer le sens direct, qui me semble donc plus simple, puis le sens réciproque. Et vous pouvez utiliser cette petite astuce éventuellement pour d'autres exercices où vous devez démontrer une équivalence, essayez de repérer le sens le plus simple en essayant de vous dire laquelle des deux hypothèses ou laquelle des deux propriétés donne le plus d'informations. Donc là ici ce qui me semble donner le plus d'informations c'est ce truc là, alors je vais commencer par démontrer le sens direct. Supposons donc que U rond P égale P rond U. Et puis on va montrer donc les deux inclusions. Alors il est important de bien comprendre ce que sont les ensembles qui sont en jeu, c'est tout l'enjeu aussi de cet exercice, en plus d'un petit point clé que nous verrons un petit peu plus tard, notamment pour le sens indirect, mais pour l'instant je me focalise sur le sens direct. Donc nous allons prendre un Z dans U de im de P, et qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'il existe un Y dans im de P, tel que je peux écrire Z comme étant U de Y. D'accord ? Et puis être dans M de P, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que justement mon Y s'écrit P de quelque chose. Donc de plus, on peut dire qu'il existe un X dans E, tel que Y s'écrit P de X.
D'où Z qui s'écrit U rond P de X, U de P de X, mais U rond P, par hypothèse, c'est la même chose que P rond U. Et donc, si j'appuie un petit peu l'écriture de ce que je viens d'obtenir, eh bien on peut constater que mon Z s'écrit comme P de quelque chose qui est dans E. Donc ça, c'est bien dans im de P, et je viens de démontrer la première inclusion. Deuxième inclusion, soit Y dans U de ker de P. Et je commence vraiment de la même manière. Il existe donc un X dans ker, tel que, je peux écrire Z, pas Z, Y, je l'ai appelé, Y comme étant U de X. Ok, alors sachant que X est dans le noyau de P, donc c'est important d'avoir en tête que P de X, ça fait 0. Très bien, but du jeu, c'est de montrer que Y est dans le noyau de P, donc c'est-à-dire que P de Y vaut 0. Très bien, si je fais P de Y ça fait P rond U de X, et encore une fois par hypothèse, P rond U c'est U rond P, donc ça me donne U rond P de X, et P de X par le fait que X est dans le noyau de P, ça donne 0, donc je me retrouve avec 0 de, U de 0, et l'image par n'importe quelle application linéaire de 0, ça donne toujours 0. Donc voilà, très bien, et je viens donc de démontrer que Y est dans le noyau de P. Et donc je viens de démontrer la double inclusion. Super! Alors maintenant on va se lancer dans le sens réciproque. J'aimerais vous faire remarquer quelque chose avant de lancer le sens réciproque. À aucun moment dans la preuve du sens direct, je n'ai utilisé l'hypothèse que P est un projecteur. Ceci doit vous mettre un peu la puce à l'oreille sur le fait que dans le sens indirect, il va falloir utiliser le fait que P est un projecteur. Donc ça veut dire que la question de stabilité, j'aimerais aussi appuyer ce fait-là, la question de stabilité de ces espaces, im et ker, de l'une des deux applications par rapport à l'autre, pour avoir commutativité, reste une condition nécessaire. Bien sûr, ça ne sera pas en général une condition suffisante, mais ça restera quand même une condition nécessaire. Donc il va falloir avoir ces stabilités de l'image et du noyau de l'une des deux applications par l'autre application, pour avoir commutativité. Enfin, pour espérer avoir commutativité, encore une fois, puisque c'est une condition nécessaire. Bon, alors pour l'implication réciproque, comme je l'ai dit, il va falloir utiliser l'hypothèse d'être un projecteur, et il y a une conséquence du cours, qui vient vraiment du cours, sur le fait que P est un projecteur, c'est qu'en fait, E peut s'écrire comme une somme directe de l'image et du noyau de P. Et ce, peu importe la dimension de E. Donc en effet, comme P est un projecteur, je peux écrire que E, c'est la somme directe de im de P avec ker de P. Et grâce à ça, je peux affirmer la chose suivante. Si j'arrive à montrer que U et P commutent dans im de P, et que U et P commutent dans ker de P, alors je conclus que U et P commutent dans E. D'accord? Parce que n'importe quel élément de E s'écrit comme somme d'un élément de im avec un élément de ker, et puis j'utilise la linéarité des applications en jeu pour conclure. Si vous voulez, je vais mettre un petit peu plus de détails, et donc là ce que je suis en train d'affirmer, c'est il suffit de montrer que U rond P réduit sur im de P est égal à P rond U réduit sur im de P. Enfin, c'est plutôt des induits, hein, c'est des applications induites. Donc ce que j'entends ici, c'est qu'on a égalité des applications U rond P et P rond U pour n'importe quel élément dans im de P. Et si, de plus, on a U rond P, l'induit sur le noyau, est égal à P rond U, encore une fois, induit sur le noyau. Donc si on a ces égalités-là, alors, on conclut. U rond P égale P rond U. Je vais donner une explication rapide que je vais effacer très vite après. En effet, si je prends X dans E, je peux affirmer que X se décompose de manière unique comme un élément de l'image plus un élément du noyau. D'accord? Donc ça, ce que je viens d'écrire là, c'est une décomposition qui se trouvera être unique, bien sûr. Une décomposition de X par
im de P et ker de P. Ok, donc on va dire que le x indice grand I, c'est un élément de im. Et le x indice k, c'est un élément de ker. Et donc bah, si je fais u rond P de x, ça fait u rond P de xi plus xk. Par linéarité, ça fait u rond P de xi plus u rond P de xk. Donc ça, c'est la linéarité. Composer deux applications linéaires, ça nous donne une application linéaire. Et puis ensuite, bah, je sais que les deux commutent dans l'image et je sais que les deux commutent dans le noyau. Donc je peux écrire P rond U de xi plus P rond U de xk. Je réutilise la linéarité, P rond U de xi plus xk. Et je conclue alors qu'on a bien P rond U de x. Et donc bah, j'ai bien commutativité partout. Donc ça permet d'expliquer qu'en effet, si j'arrive à montrer qu'il y a commutativité dans im de P et commutativité dans ker de P, alors je conclus. Je vais maintenant effacer ce que je viens d'écrire. N'hésitez pas à faire demi-tour au besoin s'il y a quelque chose que j'ai expliqué que vous n'avez pas compris. Ça fait pas mal aussi de réécouter l'explication. Bien, alors maintenant que je sais ça, bah, je vais m'attarder à ce qui se passe pour im de P et pour ker de P. Très bien. Donc soit y dans im de P, et je vais m'intéresser à qu'est-ce qui se passe si je fais u rond P de y et P rond U de y. Qu'est-ce qui se passe en regardant u rond P de y et P rond U de y. Alors j'aimerais rappeler quelque chose d'important. P rond P, ça fait identité. Par conséquent, quand je prends un élément dans im de P, bah P de y, ça fait y. Si vous n'êtes pas convaincu, en effet, y s'écrira un certain P de x pour x dans E. Et du coup, quand je fais P de y, bah, ça fait P rond P de x. Mais P rond P, comme P est un projecteur, ça donne P. Donc ça donne y. J'espère vous avoir convaincu. En effet, l'image de n'importe quel élément de im de P par P, ça donne lui-même. Maintenant que j'ai dit ça, je peux déjà affirmer que U de P de Y, ça va faire U de Y. Mais il y a une petite hypothèse aussi, c'est je sais que U de im de P est inclus dans im de P. Y étant dans im de P, je peux affirmer que U de Y, il est aussi dans im de P, par hypothèse. Je vous rappelle qu'on a supposé, on est dans ce sens-là, hein, on a supposé les inclusions vraies ici. Donc on a la première inclusion qui est vraie, ça veut dire que U d'un élément de im de P reste dans im de P. On a ça donc. Et par conséquent, je viens de dire que si on est dans im de P, l'image par P c'est lui-même. Donc P de U de Y, ça donne U de Y. Et voilà, c'est gagné, on a bien commutativité de U et P dans im de P. Maintenant, qu'en est-il dans le noyau? Alors soit X un élément de ker de P, ben ça va être à peu près le même genre de raisonnement. Quand je fais U rond P de X, comme X est dans le noyau, ben je peux déjà dire que c'est U de 0, et ça me donne donc 0. Mais de l'autre côté, quand je fais P rond U de X, je peux utiliser le fait que U de X est également dans le noyau de P, aussi par hypothèse. Car on a l'autre inclusion ensembliste ici, U de ker de P, donc l'image d'un élément du noyau de P reste dans le noyau de P, c'est ceci. Et donc P d'un élément du noyau de P, ça fait 0. Bon voilà, ceci permet de conclure l'exercice. Bon voilà, c'est un très joli exercice, hein, vous pouvez le constater, moi je trouve ça assez intéressant comme exercice. Et ce qui est aussi encore plus intéressant, c'est le fait qu'on est en train de travailler sur un espace vectoriel de dimension infinie. Donc c'est quand même, voilà, enfin, c'est un résultat qui est quand même assez général et qui peut s'étendre dans un cadre bien large, hein, parce que bon, il n'y a même pas de restriction non plus sur le corps K. Alors j'aimerais aller un tout petit peu plus loin sur cet exercice. Il y a un autre exercice plus ou moins analogue à celui-là. En fait, le deuxième exercice dont je vais vous parler, c'est un exercice qui, si vous le résolvez, induit ce résultat-là. C'est l'exercice suivant. Alors bon, induit ce résultat-là, mais le problème c'est que ça sera en dimension finie. Parce que je vais devoir utiliser une notion en dimension finie. Une notion qui marche bien. Je vais insister là-dessus.
Donc ici, il va falloir que je me restreigne à un espace vectoriel de dimension finie. Et puis je vais prendre U et V, deux endomorphismes de E, et je vais supposer que V est diagonalisable. Alors on pourra montrer que U et V commutent si et seulement si U stabilise les espaces propres de V. Et ça, c'est un très joli exercice, pas difficile du tout. Ok? Donc bah, je vais vous le faire rapidement. C'est basé sur la même idée. En fait, c'est vraiment basé sur la même idée, sauf que là, bah, on est en dimension finie pour pouvoir parler de diagonalisabilité. Parce que bah, là, dans le cadre d'une dimension infinie, on n'a pas une... Enfin, c'est difficile de vraiment amener une notion... On pourrait amener une notion de diagonalisabilité, mais c'est quand même a priori pas si simple. Mais bon, on pourrait réagencer un petit peu l'argument si on voulait dans ce cadre-là. Donc pour la stabilité des espaces propres de V, bah, c'est un peu le même genre que ce que nous avons déjà fait ici. Donc c'est-à-dire que, en fait, bah, être dans un espace propre, hein, je rappelle que ça veut dire qu'on est le noyau de V moins lambda identité. D'accord? Avec lambda espace propre. Enfin valeur propre. Donc si je le fais dans le sens direct, quand je fais U de V de X, bah, U de V de X, ça va me donner, donc je suppose que ça commute, hein, bien sûr, donc on a V de U de X aussi, on suppose que ça commute dans ce sens-là, et quand je fais ce calcul-là, V de X, je sais que ça va faire lambda X, hein, puisque X est dans la valeur propre, hein, l'espace propre pour la valeur propre lambda, donc je vais avoir U de lambda X, et par linéarité, j'ai lambda U de X. Et donc vous pouvez constater que U de X est alors un vecteur propre pour la valeur propre lambda. Donc, on a que U de X est bien dans ker de V moins lambda id. Ce qui permet de montrer la stabilité des espaces propres. Par U, pardon. Ok, très bien. Et puis maintenant que j'ai ça, si je veux le faire dans l'autre sens, bah on utilise... le fait que V est diagonalisable. Et l'argument est vraiment le même que ce que nous avons fait ici. Comme V est diagonalisable, eh bien ça va impliquer que l'espace en entier peut s'écrire comme somme directe des espaces propres. Ker de V moins lambda id. Donc je peux écrire ça. Et du coup, montrer la commutativité de U et de V sur E revient à montrer la commutativité de U et de V sur chacun des espaces propres. Et donc maintenant, si je prends un X, donc ker de V moins lambda id, bah si je fais V de U de X, et que je le compare à U de V de X, ben je sais que U de V de X, encore une fois, X étant dans le noyau, je vais avoir lambda U de X. Et puis, de l'autre côté, ben je sais que quand je prends un élément du noyau, je sais que, enfin du noyau que je suis en train de regarder, je sais qu'il y a stabilité. Donc ça veut dire que c'est inclus dans ker de V moins lambda id. Et donc ça veut dire que U de X est un vecteur propre pour la valeur propre lambda, ce qui signifie que V de U de X doit donner lambda U de X. Et voilà, c'est terminé. Je viens de démontrer que pour n'importe quelle valeur propre lambda, pour n'importe quel X dans cet espace propre, on a égalité de U rond V avec V rond U. Et donc on peut conclure, exactement de la même manière que ce que j'avais fait précédemment pour le projecteur, on peut conclure qu'en effet, U et V commutent. Alors, j'aimerais vous faire constater qu'en effet, dans le cadre où E est un espace vectoriel, dimension finie, ce que je viens de démontrer là implique ce que je viens de démontrer là, car ici, le noyau de P, ça correspond à l'espace propre pour la valeur propre 0, et l'image de P, bah, quand P est un projecteur, ça correspond au noyau de P moins identité, qui est donc l'espace propre pour la valeur propre 1. Et donc, bah, en dimension finie, on peut vraiment se ramener à la même chose.
Si on travaillait en dimension infinie, il faudrait amener une notion de diagonalisabilité dans un espace vectoriel de dimension infinie. Et peut-être qu'une bonne manière d'amener la diagonalisabilité, c'est de dire que l'espace E s'écrit comme somme directe de ces espaces propres, pour chacune des valeurs propres lambda que peut admettre l'application en jeu. Sauf qu'il faut bien avoir en tête que avoir une valeur propre ne correspond pas forcément à avoir une valeur spectrale. Et donc il faudrait s'intéresser qu'à une question d'injectivité, et je pense que c'est quand même très restrictif de supposer que la somme directe des espaces propres donne bien E. On en a déjà vu d'ailleurs des exemples lors des premiers d'exercices. Je crois qu'on avait fait un exercice sur le sujet, soit un exocode, soit un truc en pêle-mêle, peut-être en pêle-mêle, je suis plus très sûr. Mais en tout cas, on a déjà vu des exemples en dimension infinie où malheureusement, on ne peut pas vraiment parler d'espace propre pour l'application qu'on est en train de regarder, parce que là, les espaces propres, on peut avoir des lambdas où on a injectivité sans avoir on peut avoir injectivité sans avoir surjectivité ou inversement. Donc c'est quand même pas si simple. Peut-être qu'on pourrait amener plutôt les valeurs spectrales au lieu de regarder les valeurs propres. Ça peut être une autre façon d'amener la diagonalisabilité. Bon voilà, c'est une question qui se pose. C'est pour ça qu'on parle vraiment en deuxième année de classe prépa plutôt de diagonalisabilité en dimension finie, parce qu'en dimension infinie, valeurs propres et valeurs spectrales sont deux notions bien distinctes. Donc il faut faire attention à ça. Peut-être que des petits malins se posent la question sur comment on pourrait généraliser cette propriété-là, si éventuellement on voudrait lever la condition de diagonalisabilité. Eh bien malheureusement, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que peut-être que certains d'entre vous, là je parle de gens qui ont un niveau genre L3 ou quelque chose comme ça, peut-être que certains d'entre vous se disent, oui, peut-être qu'une généralisation possible, c'est de regarder une stabilité pour les espaces caractéristiques. Ce qui n'est en soi pas si bête, à condition qu'on travaille dans C crochet X. Du coup, on pourrait lever la diagonalisabilité et juste se restreindre aux espaces caractéristiques. Malheureusement, ça n'est pas toujours vrai, on va pas forcément avoir la commutativité qui va rentrer en jeu. Un exemple tout bête, c'est si je prends la matrice d'une application linéaire qui serait sous cette forme, le seul espace caractéristique que je peux avoir, c'est l'espace caractéristique pour la valeur propre 1. Et puis cet espace caractéristique pour la valeur propre 1, ça va être tout l'espace. Donc je dois chercher des matrices qui stabilisent tout l'espace, mais des matrices qui stabilisent tout l'espace, il y en a plein. Puis on a une infinité. Donc en fait il y a toutes les matrices qui marchent. Or malheureusement cette matrice ne commute pas avec toutes les matrices, heureusement. Donc vous pourriez prendre comme matrice avec lequel il ne commute pas la matrice triangulaire suivante. Donc si vous faites le produit dans un sens, vous devrez avoir des 1 partout sauf un 2 qui va se trouver en haut à gauche. Et si vous faites le produit dans l'autre sens, vous allez avoir des 1 partout sauf un 2 qui va se trouver en bas à droite. Donc voilà, par exemple, ça vous met en avant que regarder les espaces caractéristiques, c'est pas suffisant. Il y a quand même des conditions qu'on pourrait amener sur, par exemple, le fait que, éventuellement, si on a... Alors ça, c'est une propriété pas évidente, mais par exemple, si on regarde le polynôme minimal et le polynôme caractéristique de l'application V, on pourrait se rendre compte que les seuls éléments qui vont commuter avec V, ça va être tous les endomorphismes qui peuvent s'écrire de manière polynomiale en U. À condition, encore une fois, qu'on se restreigne à un espace vectoriel de dimension finie, puisque il faut pouvoir parler de polynôme minimal et polynôme annulateur, bien sûr, et pour pouvoir parler de ça, il faut se mettre en dimension finie si on veut être sûr que ces choses-là existent. Donc, si je sais que le polynôme minimal est égal au polynôme caractéristique pour l'application V, donc ça peut être une autre propriété. Donc si qui V égale mu V, alors on pourrait montrer que l'ensemble des endomorphismes qui commutent avec V, ce qu'on appelle le commutant, d'accord? Donc c'est l'ensemble des applications linéaires des endomorphismes de E tels que U rond V égale V rond U, et bien ça va correspondre exactement à des polynômes en V. Donc ça veut dire que n'importe quel endomorphisme qui vérifie cette propriété doit pouvoir s'écrire comme polynôme en V. Ce qui n'est pas un exercice simple du tout, c'est plutôt un exercice même qui peut servir de développement en agrégation pour ceux qui le souhaiteraient. Mais vraiment en toute généralité, la question de commutativité de deux endomorphismes,
c'est vraiment une question assez ouverte en fait de manière générale. Mais bon, il y a des cas de figure où on peut dire des choses. Donc comme j'ai dit, là, le cas où on sait que l'une des deux est diagonalisable. Bon, là, le cas où on a un projecteur. Ici, le cas où on connaît le polynôme minimal et le polynôme caractéristique, et on sait que ce sont les mêmes. Mais bon, voilà, il y a peut-être d'autres cas de figure sur lesquels on peut dire des choses. Mais essentiellement, ce sont les plus gros cas de figure qui sont très souvent traités dans le cadre de concours. Et là, je parle que ce soit des concours de classe prépa CPGE, mais ça peut être aussi pour les concours type CAPES ou agrégation. Donc voilà, ça peut être un truc à regarder. Tout ce qui est lié au crochet de lit, ce sont aussi des choses qui sont liées à cette question de commutativité, puisque le crochet de lit, c'est tout simplement faire U rond V moins V rond U. D'accord ? Et justement, là, ce qu'on est en train de regarder, c'est donc le noyau de ce crochet de lit, d'une certaine manière. Donc c'est quand même, alors, sachant qu'on a fixé l'un des deux endomorphismes, donc plutôt ça serait un morphisme d'adjonction, hein, si je devais aller un petit peu plus loin en utilisant les mots qu'il faut, c'est un morphisme d'adjonction sur l'algèbre de Lie, qui serait ici l'algèbre des endomorphismes. Bon voilà, j'ai dit beaucoup de choses là, je pense que ça fait pas mal à peut-être creuser si ça vous intéresse, donc je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo en particulier ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Comme d'habitude, ici, ce sera pour me soutenir. Ici, ce sera pour vous abonner. N'oubliez pas la petite clochette pour avoir les dernières news de la chaîne. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!